Je parle 10 langues, dit le jeune accusé. Le juge a ri, mais a été choqué en quelques secondes. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Dans une salle d'audience bondée, un jeune homme de 19 ans s'est levé du banc des accusés. Sans avocat de la défense réputé ni famille en vue, on s'attendait à ce que ce soit une affaire rapide et ordinaire. Mais il a ensuite prononcé les mots qui ont tout changé, je parle 10 langues couramment. Le juge a souri, le procureur a secoué la tête avec incrédulité et le public a échangé des chuchotements amusés. Personne n'aurait pu imaginer que, quelques heures plus tard, cette déclaration apparemment insignifiante démasquerait le vrai coupable et surprendrait tout le monde. L'énergie dans la salle d'audience était palpable. Les journalistes ajustaient leurs caméras, les curieux se serraient sur les bancs et les avocats chuchotaient, attendant le début d'un procès qui semblait routinier. À 9h15 du matin, 15 minutes avant l'heure prévue, Alexandre Dubois est entré par les doubles portes du palais de justice. Ses 19 ans semblaient encore plus jeunes sous la lumière froide. Il portait une simple chemise en flanelle et un jean foncé, emprunté à sa tante, Madame Cécile. Ses chaussures de travail, achetées dans une friperie 2 ans auparavant, étaient impeccablement propres, mais ne cachaient pas l'usure du temps. Le juge Morin a tenté de garder son calme, mais n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un léger sourire. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais assisté à une présentation aussi inhabituelle. C'est très intéressant, monsieur Dubois, a-t-il dit. Mais je ne vois pas comment des connaissances linguistiques peuvent vous aider dans votre défense dans cette affaire spécifique. Alexandre a regardé directement dans les yeux du magistrat. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, vous pourriez être surpris de ce que j'ai découvert en enquêtant sur cette affaire par moi-même. Marc a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le ton de la voix d'Alexandre, une confiance qui ne correspondait pas au jeune homme effrayé qu'il avait manipulé des semaines plus tôt. Le procureur s'est levé, toujours souriant. Votre honneur, je suggère que nous procédions. L'accusé essaie clairement d'impressionner avec des compétences non pertinentes pour l'affaire. Très bien. Le juge a frappé sur son marteau. Que les accusations soient présentées. Mais avant, monsieur Dubois, j'espère que vous savez que ce n'est pas un jeu. La justice n'est pas impressionnée par les performances. Alexandre a hoché la tête respectueusement. Je comprends parfaitement, votre honneur, et quand j'aurai terminé, je suis certain que vous conviendrez que la vraie performance est jouée par quelqu'un d'autre dans cette salle. Ses yeux ont croisé ceux de Marc une fois de plus, et, cette fois, c'est Marc qui a détourné le regard le premier. La bataille ne faisait que commencer et Alexandre avait une munition que personne n'imaginait. Le procureur Antoine Lenoir, s'est levé avec assurance, ses papiers parfaitement organisés. C'était un homme méticuleux, connu pour ne laisser passer aucun détail. À 45 ans, il avait un taux de condamnation impressionnant de 87%. Votre honneur, a-t-il commencé. L'affaire que nous présentons aujourd'hui est claire et objective. Alexandre a ressenti une vague d'indignation, mais a gardé son sang-froid. Il savait que toute réaction émotionnelle serait interprétée comme une confirmation du récit présenté. Les dommages causés à la boutique Élégance vont au-delà de la valeur monétaire, a poursuivi procureur Lenoir. L'établissement a vu sa réputation affectée, ses protocoles de sécurité remis en question et ses employés soumis à l'embarras d'un incident de police. Votre honneur, les preuves sont sans équivoque. Nous avons des images de caméras de sécurité, un témoin oculaire, et une montre à 42 000 € qui a tout simplement disparu pendant les 20 minutes où l'accusé est resté dans le magasin. Marc a observé attentivement la présentation, satisfait de la construction de l'affaire. Il avait préparé chaque détail avec soin. Le témoin, Jeanne, avait été briefée sur ce qu'elle avait vu, en échange d'une réduction spéciale sur un sac qu'elle convoitait depuis des mois. Les caméras de sécurité montraient exactement ce qu'il voulait qu'elles montrent. Les angles avaient été soigneusement sélectionnés pour créer un récit convaincant, omettant les moments qui auraient pu contredire sa version. La montre avait vraiment disparu ce jour-là, mais pas des mains d'Alexandre. Marc l'avait retirée de la vitrine des heures plus tôt, pendant son quart de travail du matin, alors qu'aucune caméra n'était concentrée sur cette zone spécifique. La pièce était déjà en sécurité chez lui, en attendant d'être vendue au receleur la semaine suivante. Par conséquent, a conclu le procureur, nous demandons la condamnation de l'accusé, avec l'application d'une peine privative de liberté, comme prévu par le Code pénal. La société a besoin d'une réponse ferme contre ce type de délit, surtout lorsqu'il est commis contre des établissements qui créent des emplois et contribuent à l'économie locale. Le juge Morin a noté quelques points dans ces registres.
Monsieur Park Kim m'a entendu parler espagnol avec des touristes perdus et a été impressionné. Il m'a offert un emploi à temps partiel comme traducteur dans le restaurant. Alexandre a fait une pause, observant l'attention totale de la salle. À 12 ans, j'ai eu mon premier salaire, en traduisant pour des clients étrangers, 400 € par mois. Pour ma famille, c'était une fortune. Monsieur Kim parlait coréen, mandarin, japonais et anglais. Pendant les 3 années où j'ai travaillé là-bas, il m'a enseigné les 3 langues asiatiques. Il disait que j'apprenais en 6 mois ce que d'autres mettaient 5 ans à maîtriser. À 15 ans, je parlais déjà 6 langues couramment. C'est là que Madame Giovanna, une Italienne qui fréquentait le restaurant, a proposé de m'enseigner l'italien. Elle était veuve d'un diplomate et avait beaucoup de temps libre. Tous les samedis matins, pendant 2 ans, elle m'a enseigné l'italien et l'allemand. Le procureur a observé, intrigué. Ce n'était pas l'histoire de vie qu'il avait imaginée pour l'accusé. À 17 ans, je parlais 8 langues. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour étudier la linguistique à l'Université de Paris, grâce à un programme pour les jeunes issus de milieux modestes ayant des compétences exceptionnelles. C'est là que j'ai appris le mandarin et le russe. La 10e langue, a demandé le juge Morin, sincèrement curieux. L'arabe, votre honneur. Je l'ai appris avec Monsieur Omar, un réfugié qui travaillait comme gardien à l'université. Il restait tard en attendant le dernier bus et je restais étudier à la bibliothèque. Nous avons commencé à discuter, et il m'a enseigné l'arabe en échange de cours d'anglais pour améliorer sa prononciation. Alexandre a fermé la chemise. Aujourd'hui, elle faisait entièrement confiance à Marc et questionnait rarement les rapports qu'il présentait. Le plan a commencé de manière simple. Marc modifiait les fiches d'inventaire, signalait des produits comme endommagés lors du transport ou retournés par le fournisseur, puis les retirait du magasin pendant les heures creuses. Sa première victime fut une bague en diamant d'une valeur de 15 000 €. Marc a créé un faux bon de retour, a retiré la pièce du système et l'a vendue à un receleur qu'il avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami. L'argent a servi à payer les échéances de la voiture en retard et il en est resté pour un dîner spécial avec Sophie. La facilité de la première opération l'a encouragé. Le 2e mois, ce furent 3 pièces, le 3e, 5. Marc avait développé une méthode sophistiquée. Il mémorisait les horaires des caméras de sécurité et avait toujours une explication plausible pour tout mouvement suspect. Mais ce qui le protégeait vraiment, c'était sa réputation impeccable, 4 ans en tant que gérant, un casier judiciaire vierge, d'excellentes relations avec les clients et les fournisseurs. Personne ne soupçonnerait que l'employé modèle pillait systématiquement le magasin. En 6 mois, il avait détourné près de 200 000 € de marchandises. L'argent était transféré via des montages financiers complexes, ouverts par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats spécialisé en optimisation fiscale internationale. Marc avait prévu de continuer pendant encore 6 mois, puis de démissionner, invoquant une offre irréfutable dans une autre ville. Avec 400 000 €, il pourrait rembourser toutes ses dettes, acheter un appartement au comptant et avoir encore une réserve confortable. Mais, en janvier, Madame Hélène a annoncé qu'elle allait engager une société d'audit pour faire une analyse complète des stocks. L'examen était prévu pour la fin mars. Marc a paniqué. Il serait impossible d'expliquer la disparition de tant de pièces de valeur. Sa vie parfaite s'effondrerait en quelques jours. Il perdrait son emploi, sa maison, sa famille et serait probablement arrêté. C'est alors qu'il a développé le plan le plus cruel de sa carrière criminelle, trouver un bouc émissaire. Marc a soigneusement étudié le profil idéal pour son plan. Il avait besoin de quelqu'un de jeune, sans ressources pour une défense solide, sans connexions influentes, quelqu'un que le système traiterait rapidement. L'identification d'Alexandre a été facile. Marc avait ses coordonnées complètes depuis le jour où il avait postulé pour l'emploi inexistant, nom, adresse, téléphone. Tout ce dont la police avait besoin pour le localiser. Lorsque les enquêteurs sont arrivés chez Alexandre, Marc a failli rire de soulagement. Son plan avait parfaitement fonctionné. Le jeune homme innocent paierait pour ses crimes. L'audit trouverait une affaire résolue, et il passerait pour le héros qui avait aidé à démasquer un criminel. Maintenant, assis au tribunal et écoutant Alexandre parler avec une assurance qu'il n'avait pas prévue, Marc a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, la peur. Alexandre savait quelque chose. La façon dont il le regardait, la certitude dans sa voix, la mention spécifique de son nom. Alexandre n'était pas là juste pour se défendre, il était là pour attaquer. Et Marc, pour la première fois en 6 mois, n'avait pas de plan pour ce qui allait suivre. Le juge Morin a frappé son marteau. Très bien.
Nous allons appeler le premier témoin de l'accusation. Madame Jeanne Dubois, veuillez vous présenter. Une femme d'environ 45 ans s'est levée du public. Blonde, bien habillée, elle portait un sac qu'Alexandre a immédiatement reconnu comme une pièce de marque authentique. Jeanne a marché jusqu'au banc des témoins avec des pas hésitants. Madame Dubois, a commencé le procureur. Étiez-vous présente à la boutique Élégance le 15 mars, vers 14h40 ? Oui, j'y étais, a répondu Jeanne, évitant de regarder directement Alexandre. Pourriez-vous décrire ce que vous avez observé concernant l'accusé ? Jeanne a pris une profonde inspiration. J'ai vu un jeune homme circuler bizarrement dans le magasin. Il regardait constamment autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un l'observait. Il avait l'air très nerveux. L'avez-vous vu manipuler un produit en particulier ? Oui. Je l'ai vu dans la section des montres, en train de toucher la vitrine principale. Quand le gérant s'est approché, il s'est éloigné rapidement, comme s'il cachait quelque chose. Alexandre a pris quelques notes dans sa chemise. Son moment arrivait. Merci, Madame Dubois, a dit le procureur. Je passe la parole à la défense. Alexandre s'est levé et a marché lentement vers Jeanne. Bonjour, Madame Dubois. Votre sac est très joli aujourd'hui. Jeanne a touché instinctivement le sac. Merci. C'est une pièce de marque importée, n'est-ce pas? Elle a dû coûter au moins 20 000 €. Le procureur s'est levé. Votre honneur, je ne vois pas la pertinence de cette ligne de question. Ce sera clair dans un instant, a répondu Alexandre. Madame Dubois, quand avez-vous acheté ce sac? Je ne me souviens pas exactement. C'était le 16 mars, n'est-ce pas? Le lendemain du vol présumé à la boutique Élégance. Jeanne a pâli. Peut-être? Oui. Et combien l'avez-vous payé? Le juge Morin a autorisé la présentation. Les images ont été projetées sur l'écran, et Shen Wu a commencé son analyse. Observez ce timestamp, a-t-il dit, en pointant l'écran. 14h27, l'enregistrement montre la vitrine principale complètement intacte. Toutes les montres sont à leur place. Il a avancé l'enregistrement. 14h32, l'accusé est déjà dans le magasin. Regardez le reflet dans le miroir du fond de la vitrine. Shen Wu a zoomé. Ici, nous pouvons clairement voir que la montre de luxe n'est plus dans la vitrine. L'accusé est entré dans le magasin alors que la montre avait déjà disparu. La révélation a provoqué un tumulte dans la salle. Le procureur est resté debout, incrédule. Mais c'est impossible. Les caméras n'ont enregistré personne en train de retirer la montre. Exactement, a poursuivi Shen Wu. Parce que l'expertise a constaté des discontinuités de couverture dans le système de sécurité. Regardez cet enregistrement de 9h15 du matin. L'image montrait Marc arrivant au travail. Shen Wu a pointé une zone spécifique de l'écran. Ici, à 9h23, lorsque M. Lambert effectue sa ronde matinale, l'analyse technique a révélé que, pendant exactement 4 minutes, il y a eu un vide dans la couverture des caméras principales. Coïncidence, Shen Wu a fait une pause dramatique. Lorsque la couverture est rétablie, la montre de luxe n'est plus dans la vitrine. Mais comme le retrait a eu lieu pendant la discontinuité de couverture, il semble que la montre a tout simplement disparu. Marc s'est levé brusquement. C'est un mensonge. Je n'ai pas. Asseyez-vous, a ordonné le juge. Alexandre a souri. Monsieur Chen, d'après votre expérience professionnelle, est-ce que quelqu'un pourrait profiter de ces discontinuités de couverture aussi précisément par hasard? Impossible. Seule une personne qui travaille quotidiennement avec le système, qui connaît les vulnérabilités techniques depuis des années, pourrait exécuter une action aussi précise. Merci, Monsieur Chen. Alexandre s'est tourné vers le tribunal. Votre honneur, il est clair que le vrai criminel n'est pas moi. La montre a été retirée de la vitrine 5 heures avant mon arrivée au magasin, par quelqu'un qui connaissait parfaitement les vulnérabilités du système de sécurité. Il a regardé directement Marc. Quelqu'un qui avait un accès illimité au magasin, qui savait exactement quand les caméras présentaient des failles de couverture et qui avait besoin d'un bouc émissaire pour couvrir des mois de détournement systématique. Mais j'ai une autre surprise, a poursuivi Alexandre, sortant un autre document de sa chemise, parce que ce n'est pas seulement une montre qui a disparu de la boutique Élégance ces 6 derniers mois. Marc a senti son monde s'effondrer. Comment savait-il pour les autres vols? Votre honneur, a dit Alexandre avec une confiance totale,
je demande que monsieur Marc Lambert soit immédiatement convoqué pour témoigner, car il n'est pas seulement un témoin dans cette affaire. Il a fait une pause dramatique. Il est le vrai criminel. Le juge Morin a frappé son marteau à plusieurs reprises pour contenir le tumulte qui s'est répandu dans la salle. Monsieur Marc Lambert, présentez-vous immédiatement au banc des témoins. Marc s'est levé avec les jambes tremblantes. Sa chemise était trempée de sueur et ses mains tremblaient visiblement. Il ne parvenait plus à maintenir sa façade d'homme confiant et respectable. Monsieur Lambert, a commencé Alexandre. Il a inséré l'autre clé USB dans le système de son du tribunal. La voix de Marc a résonné dans la salle. Vladimir, j'ai encore 3 pièces pour toi. 2 montres de luxe et un bracelet de marque. Je peux te les livrer jeudi à l'endroit habituel. La voix à l'accent russe a répondu, parfait, Marc. Le même arrangement qu'avant. 40% en liquide, 60% après la vente. L'audio a continué pendant encore 2 minutes, avec Marc négociant les détails de la vente des pièces volées. Arrêtez cet enregistrement, a crié Marc, se levant brusquement. J'exige qu'on arrête. Le juge Morin a tapé sur son marteau avec vigueur. Monsieur Lambert, dernière sommation. Asseyez-vous ou vous serez expulsé de la salle. Alexandre a éteint l'audio. Mais il y a plus, beaucoup plus. Il s'est adressé au technicien qui opérait le système de projection. S'il vous plaît, montrez le document numéro 7. À l'écran, des relevés financiers authentifiés sont apparus. Les dates et les montants des transactions coïncidaient parfaitement avec les disparitions signalées à la boutique. Monsieur Lambert, a poursuivi Alexandre. En 6 mois, vous avez détourné 187 000 € de marchandises, mais vous saviez que l'audit annuel approchait. Vous aviez besoin d'un bouc émissaire. C'est alors que je suis apparu dans votre magasin à la recherche d'un emploi. Un jeune homme noir, vivant dans une banlieue défavorisée, étudiant boursier. Parfait pour être tenu responsable de vos crimes. Marc secouait frénétiquement la tête. Non, ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais. Vous avez créé une fausse offre d'emploi pour m'attirer au magasin. Vous m'avez demandé de revenir le 15 mars, quand vous saviez que Madame Hélène serait en voyage. Vous avez retiré la montre Omega pendant votre quart de travail du matin, en utilisant les angles morts des caméras que vous connaissiez parfaitement. Quand je suis arrivé pour le soi-disant entretien, vous m'avez froidement renvoyé, mais vous avez veillé à ce que je sois filmé dans des positions compromettantes. Ensuite, vous avez soudoyé Madame Jeanne pour qu'elle témoigne contre moi. Alexandre a fait une pause, observant Marc s'effondrer complètement. Mais vous avez commis une erreur fatale, monsieur Lambert. Vous avez complètement sous-estimé votre victime. Il s'est tourné vers le tribunal. Votre honneur, quand j'ai été arrêté, je ne me suis pas résigné à l'injustice. J'ai utilisé toutes mes connaissances linguistiques pour enquêter sur cette affaire au niveau international. J'ai parlé avec des enquêteurs en Suisse qui m'ont aidé à retracer des relevés financiers suspects. J'ai parlé avec des experts en sécurité en Corée du Sud qui ont analysé les enregistrements des caméras. J'ai communiqué avec des receleurs en Russie qui ont confirmé les transactions. En 3 mois d'enquête, j'ai découvert un réseau criminel qui durait depuis plus de 6 mois. Un réseau qui n'aurait jamais été découvert si je n'avais pas été faussement accusé. Marc s'est soudainement levé et a tenté de sortir de la salle en courant. Je ne vais pas rester ici à écouter ces mensonges. 2 agents de sécurité l'ont intercepté avant qu'il n'atteigne la porte. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tout est un mensonge. Elle invente tout. Le juge Morin a frappé son marteau avec force. Monsieur Lambert, dernier avertissement. Alexandre s'est approché de lui. Monsieur Lambert, voulez-vous que je diffuse un autre enregistrement? Celui-ci est de votre conversation avec monsieur Petrov la semaine dernière, où vous planifiez comment vendre la montre suisse de luxe que vous avez retirée de la vitrine le 15 mars. Marc a cessé de se battre contre les agents de sécurité. Ses jambes ont lâché, et il a failli tomber. Comment? Comment avez-vous obtenu ça, a-t-il murmuré. Je l'ai déjà dit, monsieur Lambert. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du savoir, surtout quand ce savoir inclut la capacité de parler russe couramment avec des receleurs qui n'ont aucune idée qu'ils sont enregistrés. Alexandre s'est tourné vers le tribunal une dernière fois. Votre honneur, non seulement je suis innocent des accusations portées contre moi, mais j'ai également découvert et complètement documenté un réseau criminel qui a escroqué la boutique Élégance de près de 200 000 €. Je demande mon acquittement immédiat et que des mesures appropriées soient prises contre le vrai criminel.
Marc s'est finalement effondré. D'une voix étranglée et les larmes aux yeux, il a murmuré, « Je confesse. J'ai tout volé. Il n'a rien fait. J'ai tout inventé pour le blâmer. » Le tribunal a éclaté en applaudissements et en cris. La vérité avait finalement éclaté. Le juge Morin a frappé son marteau à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il parvienne à rétablir l'ordre dans la salle. Le brouhaha était assourdissant. Les journalistes parlaient frénétiquement sur leur téléphone portable, les curieux se serraient dans des accolades, et même les employés du tribunal se regardaient, impressionnés. « Monsieur Marc Lambert, » a dit le juge d'une voix solennelle, « vous venez de confesser devant ce tribunal les crimes d'atteinte aux biens et de... » Les yeux d'Alexandre se sont remplis de larmes. C'était plus d'argent que sa famille entière ne gagnait en 3 mois. Ses parents, Jacques et Denise, qui avaient assisté au procès depuis le public, se sont approchés en courant. Denise a serré son fils dans ses bras, pleurant d'émotion. « Mon fils, j'ai toujours su que tu étais spécial, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux et intelligent. » Jacques, un homme de peu de mots, a simplement tenu les mains de son fils. « Alexandre, ton grand-père aurait été très fier. Il disait toujours que le savoir est une force. Aujourd'hui, tu l'as prouvé. » Un journaliste d'une grande chaîne est apparu avec une caméra. « Monsieur Alexandre, pourriez-vous nous accorder une interview ? La France entière a besoin de connaître votre histoire. » Dans l'interview en direct, Alexandre a parlé avec sérénité, « Je veux que tout le monde sache que l'éducation est vraiment transformatrice. Mes 10 langues ne sont pas seulement un talent, ce sont des outils qui m'ont permis d'enquêter à l'échelle internationale et de découvrir la vérité. Je veux remercier tous les professeurs qui m'ont aidé gratuitement au fil des ans. Et je veux dire à tous les jeunes qui me regardent, n'arrêtez jamais d'étudier, n'acceptez jamais l'injustice passivement. Le savoir est la plus grande arme qui existe contre l'oppression et le mensonge. » 3 semaines plus tard, Alexandre a reçu un appel d'un cabinet d'avocats international, lui proposant un stage en droit international. 1 mois plus tard, il travaillait comme stagiaire le matin et étudiait l'après-midi avec une bourse complète financée par la boutique Élégance. Marc a été condamné à 5 ans de prison et a dû restituer tout l'argent volé. Sa maison a été vendue aux enchères, son mariage a pris fin et il a perdu la garde de ses enfants. Un dimanche après-midi, alors qu'il enseignait l'anglais à un groupe d'enfants de l'association, un garçon de 8 ans a demandé, « Oncle Alexandre, c'est vrai que tu parles 10 langues ?» Alexandre a souri. « Oui, c'est vrai. »« Alors tu es très intelligent. »« Non, mon cher. J'ai juste toujours continué à étudier, et vous pouvez faire la même chose. » Le garçon a souri en retour. « Quand je serai grand, je veux être comme vous. » Alexandre a regardé par la fenêtre de la salle de classe, voyant les enfants du quartier jouer dans la cour. Il avait prouvé que le savoir est une force, que la vérité triomphe toujours du mensonge, que le courage et la détermination peuvent surmonter n'importe quelle adversité, et qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un jeune homme déterminé à se battre pour la justice. Après tout ce que vous avez vu, une leçon claire se dégage. Quand vous avez du courage et du savoir, personne ne peut vous faire taire. Alexandre est entré décrédibilisé, il est sorti acquitté et a même révélé toute la vérité. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un « j'aime » maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui ne baissent pas les bras. Et rappelez-vous, votre place est là où vous voulez être, ne laissez jamais personne dire le contraire. Cela aide à diffuser ce message de force et de justice. Et dites-moi dans les commentaires à quel moment vous avez réalisé qu'il allait renverser la situation. Je veux savoir quelle partie vous a le plus marqué.